Tire-ta-langue, une émission d'Antoine Perrault, réalisée par Françoise Camard. La phatrasie, qu'est-ce que c'est? Nous en parlerons dans un instant. La chronique de Philippe Barthelet. Points à piler. La phatrasie est la santé de la littérature et l'honneur secret de la poésie. Il est beau que notre plus illustre phatrasier, Philippe de Rémy, ne fit qu'un avec le sénéchal de Beaumanoir, auguste gentilhomme et savant jurisconsulte, en qui Montesquieu voyait l'une des plus grandes lumières de son temps. Si grande que les historiens, dont la timidité n'a d'égal que le souci des convenances, attendirent plusieurs siècles avant d'admettre que ces vers sans raison, sinon sans rime, étaient bien de la même plume que les coutumes du Beauvaisis. Je vis toute mer sur terre assemblée pour faire un tournoi et poids à piler. Sur un chat monté firent notre roi, à temps vain je ne sais quoi. Le je ne sais quoi est l'esprit même de la phatrasie, mais un je ne sais quoi qui ne veut plus savoir. Nous sommes là aux antipodes du surréalisme et de sa prétention à un nouvel académisme. La mise en garde de René Daumal était prophétique et la place d'André Breton retenue dans les manuels de littérature, lesquels, plus de 7 siècles après, font à peine mention des phatrasies, sinon comme avant-goût de ceci ou de cela, selon la confortable illusion généalogique qui permet au professeur de ne jamais manquer d'être à côté de la plaque. Ni ceci ni cela, les phatrasies ne sont rien de moins que l'anti-littérature en personne, ou plutôt en poème. Malraux opposait aux grandes œuvres la commune littérature d'assouvissement. C'était trop peu dire. Assouvissement est le doublet d'assoupissement, et grandes ou pas, pour peu qu'elles se prennent au jeu littéraire, toutes les œuvres nous font dormir. C'est même là leur fonction inavouable. Mais il faut bien dormir si l'on veut rêver. Nous réveiller, au moyen des mots endormeurs, de cette illusion consentie, la tâche est salutaire, et qui mieux que le sire de Beaumanoir pouvait la mener à bien. Avant d'écrire ses coutumes, il s'était essayé au roman, La Mannequin et Jean de Dampmartin et Blonde d'Oxford. C'est on ne peut plus galant et chevaleresque, et pour tout dire, on ne peut plus littéraire. Mais tout compte fait, si l'on ose dire, l'esprit mérite mieux que ses songes dorés. Il mérite, et c'est toute l'urticante leçon des phatrasies, de rester uniment sur sa faim. Thierry Beauchamp, la phatrasie. Alors vous êtes un peu notre spécialiste maison de l'incongru, vous appelez ça non-sens, mais là, vous remontez, et si j'ai bien compris, vous allez vers le Moyen-Âge avec vos phatrasies. Alors là, au cœur du Moyen-Âge, au XIIIe siècle, milieu du XIIIe siècle pour être précis, et on peut dire que c'est les origines du non-sens européen, en tout cas écrite, parce qu'évidemment il y a une tradition orale, je pense que l'art du non-sens, ça remonte à la nuit des temps, quoi. Phatrasie, fatra, sotti, vous pourriez faire... Alors, bon, déjà, l'étymologie de phatrasie, on n'en est pas sûr, mais ça doit venir du latin qui signifie farcir. On voit l'idée, farcir un texte de choses qui ne sont pas faites pour être ensemble. On pourrait parler de saucissonnade aussi. Bon, la sotti, c'est un genre différent. Les sottes chansons, elles ont un autre objectif qui est peut-être plus satirique, plus moqueur. Avec la phatrasie, on entre vraiment dans le non-sens absolu. C'est ce que l'émission va s'efforcer d'expliquer. Et alors, petite question, si vous êtes intéressé à la phatrasie, Thierry Beauchamp, est-ce que c'est par la filière surréaliste? Les surréalistes se sont intéressés à la phatrasie. Moi, ce que je dis toujours, c'est que le plus grand mérite du surréalisme, c'est d'avoir fait passer des choses qui nous venaient d'autres temps, d'autres lieux, dans la modernité. Ça, c'est le grand mérite d'André Breton, entre autres. Bon, il se trouve que la phatrasie, elle a été redécouverte par Georges Bataille, mais que c'est la Révolution surréaliste, donc la grande revue surréaliste qui les a publiées, puis ensuite Breton en a reparlé, en particulier dans son anthologie de l'humour noir. Et bien après les surréalistes passeurs, France Culture, avec le partage culturel, nous allons passer aussi vers la phatrasie grâce à vous Thierry Beauchamp. Le chant d'une rainette saigne une baleine au fond de la mer, et une sirène emportait la Seine au-dessus de Saint-Omer. Un muet y vint chanter sans mot dire à haute voix. S'il n'y eut Varnavillé, il fut se noyer dans la veine d'une tête de sanglier. On peut dire que Philippe de Rémy, qui est devenu sire de Beaumanoir, a inventé le genre de la phatrasie à peu près vers 1250. À ce moment-là, il y a deux grandes
tendance de la poésie, une tendance aristocratique qui est le grand chant courtois. Et ce grand chant courtois est tourné vers la plainte et la douleur. C'est une poésie assez hiératique qui justement se déverse dans différents chants comme le Servantois, comme la chanson pieuse, comme les débats amoureux. Puis à côté de ce grand courant, il y a une poésie plus populaire, popularisante pour dire vrai, qui est plus près de la nature, qui chante la joie de vivre, le plaisir d'aimer, dans un climat assez amoral. Et alors, c'est ce que nous avons par exemple dans l'Aube, la chanson de la Malmariée, la Pastourelle, la Bergerie, et ce sont souvent des chansons accompagnées de danse, par exemple les ballades, ou de musique, le motet. Alors ce sont les deux grands courants. Puis apparaît à ce moment-là, avec Colin Muset et Rudebeuf, une poésie qui subit plus la pression de l'actualité du quotidien, qui reflète les préoccupations des gens, qui tend vers la description, qui est moins allusive, plus expressionniste. Et c'est cette poésie qui introduit des thèmes qui appartenaient à la littérature morale et satirique. Vous voyez, il y a donc deux courants traditionnels, puis un courant nouveau qui se fait jour, qui va s'épanouir au cours de la fin du XIIIe siècle, puis se développer avec Villon. Un vent de changement souffle alors sur la littérature française. L'idéalisme et le formalisme sévère des genres goûtés par la noblesse sont sur le déclin, tandis que l'ironie, la parodie, la satire, sous l'impulsion de poètes issus de la classe bourgeoise et du monde estudiantin, donnent libre cours au déferlement de cet universalisme comique dont nous parle Mikhaïl Bakhtin dans son livre « L'œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen-Âge et sous la Renaissance », qui mène un jeu joyeux et débridé avec tout ce qui est le plus sacré, le plus important aux yeux de l'idéologie officielle. Jean Dufournay, médiéviste de renom, à qui l'on doit entre autres une remarquable anthologie de la poésie lyrique française au XIIe et XIIIe siècle, publiée dans la collection Poésie Gallimard, revient sur ce qu'on pourrait appeler le mystère des origines de la phatrasie dans la Picardie du milieu du XIIIe siècle. Je crois que la phatrasie est le résultat de trois facteurs qui coïncident à ce moment précis. Il y a d'une part des traditions anciennes qui sont demeurées vivaces. Par exemple, les menteries, les devinailles, les jeux d'impossibilité, le roman de renard où l'on voit le limaçon tardif l'emporter sur des rivaux. C'est le premier facteur et ce courant a toujours été sous-jacent. D'autre part, c'est la rencontre d'un écrivain qui est Philippe de Rémy. Alors cet écrivain a été tenté par les situations limites et le refus de l'enfermement, de la fermeture. Il a été tenté d'un côté par les situations limites d'un point de vue social, le mariage du très pauvre chevalier avec la fille du roi d'Angleterre, dans Jean et Blonde, d'autre part des situations limites au point de vue moral, la tentation de l'inceste dans La Mannequin, et des situations limites dans l'exploration du langage, les jeux de mots, les homonymies, la poésie du non-sens, parce qu'il a inventé d'abord les oiseuses ou rêveries, qui est la poésie du non-sens relatif, et d'autre part la phatrasie, qui est la poésie du non-sens absolu. Le long d'un évêque, puis se promenait en jouant du rebec sur la peau d'un lion. De vers Châtillon sortit un cortège de loups et d'alouettes qui allaient prier par les prés mouillés Sainte Nicolette, et puis se laver de tous les péchés dans flot de trompettes. Mais au milieu du chemin, trouvèrent trois pots d'étain
qui avaient bu la rivière et revenaient sur leur terre en portant par précaution un collier de dents de lion. Alors, non-sens relatif, ça veut dire que chaque partie a un sens en lui-même. Mais quand on juxtapose deux phrases, la dissonance éclate. Puis le troisième facteur, je crois que c'est l'état d'esprit de cette période-là, qui est une période qui s'interroge sur le langage, sur le rapport du langage avec la vérité, sur le rôle de la fortune, de la fatalité, de la folie dans l'organisation de la société. C'est une société en crise qui cherche des solutions à ses problèmes et qui ne les trouve pas, et qui se retrouve par exemple dans la pièce de théâtre Le Jeu de la Feuillée d'Adam de la Halle. Un grand hareng sort avait assiégé Gisors d'un côté et de l'autre, et deux hommes morts vinrent de toute leur force portant une porte, sans une vieille tordue qui alla criant « Dehors !» Le cri d'une caille morte les eut rapidement pris sous un chapeau de feutre. Comment est-ce qu'on pourrait décrire formellement la phatrasie? On peut la décrire de la manière suivante, en simplifiant. C'est un genre formel très strict, avec une ouverture thématique extraordinaire. La phatrasie est fondée d'abord, d'un point de vue formel, sur un cisa 6 vers de 5 syllabes, puis un quintile, 5 vers de 7 syllabes, qui s'opposent. À l'intérieur du cisa, il y a 2 parties de 3 vers qui s'opposent aussi et qui créent une dissonance supplémentaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est peut-être de voir que la phatrasie est fondée sur le 11. Ce sont des strophes de 11 syllabes, et les phatrasies de Beaumanoir, c'est un ensemble de 11 strophes. Et Patrice Hull a montré que les phatrasies d'Arras, c'était 5 fois 11 strophes, 55 strophes. Alors c'est intéressant parce que le 11, c'est le chiffre de la dissonance, du désordre, de la remise en question, de la faille qu'on introduit dans l'harmonie du monde. Saint Augustin disait que c'était l'armoirie du péché. Et à partir de là, on s'aperçoit que c'est un chiffre qui n'avait pas été utilisé avant dans les structures poétiques. C'est vraiment une invention de la phatrasie, et c'est là qu'on voit que la symbolique des nombres a un sens. Et puis à l'intérieur de ces ensembles, alors la phatrasie est faite de ruptures entre le sujet et le verbe, qui sont incompatibles, entre le verbe et le sujet et le verbe d'un côté, le complément de l'autre. Un grand hareng sort avait assiégé Gisors d'un côté et de l'autre. Et 2 hommes morts vinrent de toute leur force, portant une porte. Sans une vieille tordue qui alla criant dehors, le cri d'une caille morte les eut rapidement pris sous un chapeau de feutre. Donc vous voyez, là, on a tous les éléments avec ces contradictions qui sont à l'intérieur même du texte poétique. On pourrait décrire la phatrasie comme une merveilleuse petite machine à défaire le sens. Et c'est à bon droit que l'on pourrait accorder, à titre posthume, le statut de mécanicien du rire aux auteurs de phatrasie. Patrice Hull, le plus grand expert en phatrasiologie du monde, dont on peut lire avec intérêt La constellation du non-sens au Moyen-Âge, publiée aux éditions de l'Harmattan et de l'Université de La Réunion, a ainsi patiemment analysé les techniques utilisées par les phatraciers pour créer du non-sens. Le non-sens est créé et fabriqué. Il n'y a pas de hasard, pas de place pour l'automatisme psychique, par exemple. La part de la rhétorique est assez réduite. Il y a peu de figures au sens classique du mot, à moins de faire du non-sens, une figure en soi, bien sûr. La phatrasie, en fait, se construit par emboîtage et cumul d'impossibilités. Mais l'institution langagière elle-même n'est jamais violée, ou presque. Pas de néologie fantaisiste, pas d'acrobatie lettrique, pas de mots valises comme chez Rabelais. Les énoncés ont le plus souvent le tour canonique d'exemples de grammaire. Alors,
Lambert Charles Porter, qui a édité le corpus en 60, et c'est toujours l'édition de référence, enfin bon, j'espère en produire une bientôt. Donc Porter a mis l'accent sur deux procédés particulièrement productifs, ce qu'il appelle le déplacement et d'autre part le démembrement. Dans la phatrasie, en effet, tout est susceptible de se déplacer. Déplacer ou être déplacé. Une ville, un pays, une montagne, un moulin, un château, la mer, etc. Par ailleurs, l'intégrité physique des actants, alors que ceux-ci agissent ou qu'ils subissent l'action, ça n'a pas d'importance, est rarement préservée. Il y a un démembrement. C'est pas une lamproie qui agit, mais l'œil d'une lamproie. C'est pas un ciron, mais le pied d'un ciron. C'est pas une grenouille, mais le chant d'une grenouille, etc. D'autres procédés sont évidemment employés, en particulier pour générer toutes les impossibilités sémiques dont je parlais tout à l'heure. On pourrait cette fois parler d'un vrai et méthodique saccage sémémique. Il y a de la moutarde de canette, des dragons de poule, des roses de Vendoise, des cailloux velus, des arbres ronds, des pierres molles, etc. Il suffit d'un adjectif ou d'un complément déterminatif incongru pour obtenir un effet de non-sens. On peut obtenir aussi un effet de non-sens par adjonction ou suppression d'attributs. Par exemple, il y a des poules à quatre pattes ou des ânesses sans peau. En fait, c'est très méthodique et ça apparaît notamment dans les syntagmes qui pourraient commuter très facilement. Par exemple, il y a du fromage de laine, il y a du fromage de grue, il y a du fromage de mouton. Ou alors il y a l'ombre d'un sureau, il y a l'ombre d'un œuf, l'ombre d'un vieux cuvier, etc. etc. C'est le dérèglement de tous les sens de Rimbaud, tout ça, non? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Sornette et Raison vinrent à Soissons prendre le boulonnais, et 3 temps morts, entre 3 flancs, mangèrent les Français. Alors survint l'Auxerrois, accourant en 2 pochons, si bien que Chalon et Blois s'enfuirent jusqu'à Mons en Hainaut par l'Orléanais. Parmi les différents problèmes que pose la littérature du non-sens, celui de sa tradition historique n'est pas le moindre, ne serait-ce que parce que cette tradition est souterraine et que ses manifestations sont toujours inattendues. Qui, par exemple, saurait expliquer l'apparition au cœur du XIe siècle d'un poème intitulé « J'écrirai des vers à propos de rien » signé William d'Aquitaine. Pierre Jourde, dans son essai « Le Toréador empaillé » publié chez José Corti, a tenté de distinguer une catégorie particulière de non-sens, l'incongru, à laquelle se rattacherait tout un courant de la littérature française et pourquoi pas la phatrasie. J'ai donc tenté de distinguer 4 catégories, à savoir le coq à l'âne essentiel, c'est-à-dire l'énumération d'objets au sein de laquelle un objet n'a pas sa place, une liste borgésienne en quelque sorte, l'ordre perturbé, essentiel parce qu'on joue effectivement sur la nature même des objets, le coq à l'âne accidentel, où là on joue plutôt sur le syntagme, l'ordre du discours. On passe d'une idée à une autre sans rapport, d'une phrase à une autre sans rapport. Et puis les 2 chimères divisées de la même façon, chimère accidentelle, c'est-à-dire une rencontre, on institue une rencontre qui est étrange, et au fond le caractère minimal de la chimère accidentelle, ça serait la phrase, où il n'y a pas de rapport évident entre le sujet et le complément. Et puis la chimère essentielle, c'est-à-dire la construction d'un monstre, un objet dont les parties, enfin, qui soit qualifié de manière curieuse, contradictoire. Alors, dans la phatrasie, on trouve tout systématiquement et de manière très condensée, sauf pratiquement, je crois, j'en ai pas d'exemple en tête, il n'y en a pratiquement pas, sauf l'énumération, c'est-à-dire le coq à l'âne essentiel. La phatrasie fonctionne sur on fabrique un petit monstre, quelque chose qui n'existe pas, donc chimère essentielle, le cri d'une caille morte. On l'engage dans des actions qui sont contradictoires avec sa nature, donc chimère accidentelle. Le gras d'un poulet, je ne sais plus quel est le texte exact, mangea au brouet, pont et verberie, je crois que c'est ça. Ça doit être à peu près ça. Voilà. Donc j'appelle ça chimère accidentelle. Et puis alors, la structure même de la phatrasie fonctionnerait sur le coq à l'âne accidentel, c'est-à-dire que vous savez qu'il y a en gros trois propositions dans une phatrasie, trois groupes de propositions qui n'ont absolument aucun rapport l'un avec l'autre. On passe d'une énonciation à une autre,
même si, en revanche, évidemment, et ce qui accentue encore le caractère loufoque, à chaque fois, le Fatrazier prend bien soin d'ajouter un terme de liaison, alors, donc, etc. Le gras d'un poulet mangea au brouet pont et verberie. Le bec d'un coquelet emportait sans plaidoyer toute la Normandie. Et une pomme pourrie qui a frappé d'un maillet Paris et Rome et la Syrie en fit ainsi une gibelotte. Nul n'en mange sans en rire. Très souvent, dans l'histoire du non-sens, il suffit de se rappeler l'abondante littérature interprétative suscitée par la chasse au snark de Lewis Carroll, ou plus récemment par les chansons des Beatles, ou la série animée des Shadocks. On s'est posé la question de savoir ce que tout cela voulait dire. Est-ce que l'apparente loufoquerie ne masque pas une énigme satirique, un cryptogramme assassin? La Fatrazie n'a pas failli à la tradition, comme nous l'explique Patrice Hull. Celle qui est allée le plus loin dans ce sens, c'est Marie Unguranu, dans un livre qui est déjà ancien, puisqu'il est apparu en 1955. Ce livre s'appelait « La bourgeoisie naissante, société et littérature bourgeoise à Arras au XIIe et au XIIIe siècle ». Et elle consacre donc un chapitre à la Fatrazie. Mais ses conclusions sont quand même parfois assez hasardeuses, enfin du moins c'est l'impression que j'en ai. Par exemple, elle tire de la fréquente apparition du limaçon dans les Fatrazies d'Arras l'idée qu'il pourrait s'agir là d'une malignité absconse, comme elle dit, à l'endroit d'une famille du patriciat arageois, qui s'appelle les Louchards de Limechon. Je trouve que c'est très risqué, d'autant plus que le modèle évident du limaçon fatrazique, c'est Tardif, le porte-enseigne du roi noble dans le roman de Renard. Alors qu'il y ait de ci de là des pointes satiriques dans les Fatrazies, c'est bien possible, et je veux bien l'admettre en tout cas. Il y en a à l'égard des Anglais, ça c'est clair. Mais de là à faire du non-sens le masque de la satire comme les épîtres du coq à l'âne de Marot, c'est aller bien loin. Un vieillard mort-né qui avait courné portait un moulin. Un chat bétourné s'est bien atouré de 2 draps de lin. Un plein petit pot de soin les eut tous bien étonnés à l'entrée d'un grand jardin quand un rat y a mené les pieds d'un vieux tartarin. Il y a un procédé qui pourrait être dit rhétorique, c'est l'oxymore. Blanche robe noire, putain pucelle, vieillard mort-né, vieux peigne neuf, saint lépreux, sage sauve. Bon, ça revient quand même assez fréquemment. Et puis on peut parler aussi d'un procédé qui s'appelle, qu'on pourrait appeler plutôt l'hyperbole impossible. C'est un procédé habituel dans la chanson de geste, et dans la Fatrazie, il y a un peu une systématisation justement, une amplification de ce procédé. Et quand l'hyperbole l'impossible s'applique à un petit personnage, par exemple un limaçon ou un ciron, il y a une exagération référentielle à effet comique garanti. Par exemple, le pied d'un ciron voulait porter Rome dans son chaperon. Ou alors, 2 limaçons, voire 3, auraient fait crier à 10 Anglais « à l'aide » et « Seigneur Dieu », etc. Dès lors que tout cela est condensé en 11 vers, on est du côté, c'est une question que j'ai posée, mais on est plutôt du côté en effet du non-sens dur que dans l'incongru. La question étant au fond, dans quelle mesure un texte où toutes ces formes d'impertinence et d'inconséquence sont aussi resserrées, peut-il être encore incongru? Puisque pour qu'il y ait incongruité, encore faut-il qu'on sente une congruité quelque part, que l'incongru surgisse à un moment donné par contraste. Dans la Fatrazie, il n'y a pas de support du sens, il n'y a pas de moment de congruité. Je crois en revanche que là où on irait vers l'incongruité, en effet vers l'incongruité plutôt que vers le non-sens absolu, c'est d'une part à cause d'une légère dimension parodique, très légère de la Fatrazie, puisqu'au fond la Fatrazie se dispose assez souvent comme une espèce de récit épique. Se passe quelque chose qui est souvent violent ou dangereux, et par rapport à ce quelque chose intervient un personnage qui va apparemment remettre les choses plus ou moins en ordre ou en désordre. Et c'est un peu le dispositif du récit épique.
Une soierie de laine était en grand-peine de courber un poids. Pour saigner des veines, venait Babylone apprendre le François. De son bord vint Vermandois qui hennissait sans haleine sur un grand cheval d'or froid. Par un jour, hors de semaine, s'enfuit 14 mois. Il y a en effet une thématique phatrasique, une thématique commune aux deux recueils en tout cas, ou plutôt des réseaux thématiques communs. Alors, bon, on peut dégager une thématique animalière, hein, le bestiaire phatrasique est très copieux, une thématique géographique, avec des noms de villes, de régions, de pays, etc. Une thématique agonistique, il y a beaucoup de combats, en lutte, en tournoi, en assaille, en détruit, etc. Et enfin, une thématique festive qui est liée à la grande bouffe, pour reprendre le titre d'un film célèbre, au boire, au manger, à la ripaille. Ce qui m'intéressait dans les thèmes phatrasiques, c'est le thème culinaire. Pierre Jourde. On mange beaucoup. Dans la phatrasie, il y a aussi l'importance du bestiaire et d'un certain nombre une certaine quantité d'animaux. Or, comment dirais-je, ces thèmes-là reconstituent, en quelque sorte, quelque chose qui nous renvoie au monde dans ce qu'il peut avoir de solide, dans ce qu'il peut avoir de palpable, de concret. Les animaux courants, les animaux de la basse-cour, ou très peu d'animaux, a-t-on remarqué, qui sont extrêmement exotiques. Il y a un éléphant, mais les animaux de la phatrasie, c'est quoi? C'est la poule, c'est le limaçon, ce genre d'animaux. Animaux bibliques aussi, parfois, la baleine. Oui, mais enfin, c'est relativement rare. Et donc des thèmes très quotidiens. Des thèmes très quotidiens qui sont moulinés dans le non-sens, mais qui fournissent quand même, à mon avis, une sorte de fondement qui permet à la phatrasie de ne pas s'évader complètement de cette terre concrète sur laquelle le lecteur met encore les pieds. En même temps, ces thèmes sont extrêmement proches du fonctionnement formel de la phatrasie, du fonctionnement logique de la phatrasie, parce qu'après tout, la nourriture, c'est à la fois la mise en... et la cuisine en général. C'est à la fois ce qui utilise la différence, les différences des choses entre elles, qui viennent se fondre dans une espèce de creuset, qui est d'abord la préparation, hein, qui viennent au fond constituer une entité nouvelle, une espèce de chimère, et qui viennent nous constituer, nous reconstituer, retrouver une espèce d'indifférence en nous. C'est une espèce de parole à l'envers, la nourriture, de ce point de vue-là. Hein. C'est une parole qui revient à l'indistinct. Le pied d'un ciron, en son chaperon, voulait porter Rome. Un œuf de coton, pris par le menton, le cri d'un prud'homme. Mais le frappa à la tête la pensée d'un larron, quand le pépin d'une pomme s'écria sur le haut ton « D'où viens-tu? Où vas-tu? Welcome !» Les phatrasies d'Arras introduisent aussi une thématique jongleuresque et littéraire, avec citation d'œuvres, par exemple, ou allusion, et une thématique sexuelle qui ne se trouve pas chez Philippe de Rémy. En fait, je crois qu'il y a un lien à faire entre, justement, la phatrasie et certains types de parodies d'épopées, les batailles allégoriques. La thématique agonistique et la grande bouffe, par exemple, eh bien, ça pourrait nous orienter vers la bataille de Carême et de Carnage, c'est-à-dire la bataille entre Carême et Carnaval. C'est un sujet qui a inspiré beaucoup de poètes au Moyen-Âge et au XVIe siècle, bien sûr, et d'artistes aussi, un peu, je sais pas, du Libro de Buenamor à Bruegel en passant par Rabelais. En tout cas, je suis pas loin de penser que les animaux phatrasiques sont plus proches des mets gras ou des mets maigres qu'on voit combattre dans la bataille de Carême et Carnage que des bestiaires ou des animaux de roman de renard, à l'exception de Tardif. Du reste, dans les phatrasies d'Arras, on y parle aussi de Carême menacé d'être pendu par une couille. Grand Noise faisait 2 paix qui mettaient souris dans le sel. 2 fours en tombaient et 2 truies chantaient dedans un tonnel. Bavardaient de l'un de l'autre 2 souris qui emportaient Reims et Paris sur un pieu. À chaudes larmes, on pleurait Pâques derrière la Noël.
thématique agonistique et la thématique géographique dont j'ai parlé tout à l'heure rappellent une autre bataille, la bataille d'Enfer et de Paradis. C'est un texte qui date de 1231. Dans ce poème, ce sont des villes qui combattent. Je vis Saint-Quentin, qui de Saint-Aubin frappa Sainte-Mère, Arras et Blangy, derrière Chauny, leur fardeau porté. Un ciron les eût volés s'il n'y avait eu 2 poussins qu'un Anglais devait couver. Emporté fut Saladin jusqu'à l'entrée de la mer. Je sais que Hull s'est interrogé, et il a dit des choses intéressantes sur la présence du limaçon dans la Phatrasie, essentiellement dans les Phatrasies d'Arras. Je ne suis pas sûr que Beaumanoir cite le limaçon, qui est au fond, qui est souvent un limaçon épique. Un limaçon armé, qui crie, qui est un animal violent. Et le limaçon est intéressant aussi parce que c'est souvent ce qui fonctionne dans l'incongruité, c'est pour ça que je parle quand même d'une touche d'incongruité Phatrasie, c'est la non-familiarité dans le familier. Au fond, c'est limaçon, l'escargot, c'est l'animal à la fois le plus quotidien du jardin, de la basse-cour, etc., et au fond le plus monstrueux, le plus étrange, le plus difficile. C'est presque rien, quoi. C'est une substance nue, molle, et que la Phatrasie informe précisément, reforme en quelque sorte, redifférencie en le faisant parler, en l'armant, en lui donnant véritablement une structure. Et il y a ça dans l'incongru, ce rapport permanent entre l'informe et la forme, entre l'indifférent et le différent, entre le déstructuré et le structuré. Un ours emplumé fit semer un blé de doux ravissant. Un oignon pelé s'était apprêté à marcher devant. Quand sur un éléphant rouge vint un limaçon armé qui criait en forcené « Fils de pute, approchez !» Je versifie en dormant. Le monde renversé, c'est une tradition qui est très forte, qui a été illustrée en particulier au Moyen-Âge par la littérature latine. Jean Dufournay. Alors, je pense qu'elle part... à l'origine, il y a un texte de Virgile dans les Éclogues où un pâtre se plaint d'avoir été abandonné par son ami. Et alors, il s'écrie que maintenant le loup fuit devant les moutons, que les chênes portent des pommes d'or, que les hiboux rivalisent avec les cygnes, que Tityre, le berger, devienne Orphée. Alors ce modèle a été exploité et développé par la poésie latine carolingienne. Ça a été le grand moment de la poésie latine du Moyen-Âge. Et la poésie médiévale a repris ce thème souvent à des fins satiriques pour illustrer les lamentations d'un auteur. Et alors, on reprend une série d'impossibilités. Alors, on la trouve dans toute la littérature du Moyen-Âge. Chez Chrétien III, dans Cligès, et j'ai relevé, le chien fuit devant le lièvre, le poisson chasse le castor, l'agneau le loup, si vont les choses à l'envers. C'était une spécialité d'un poète occitan, Arnaud Daniel, qui a été le maître de Dante. Donc vous voyez, la très grande poésie du Moyen-Âge est liée à ce modèle. On le retrouvera dans les proverbes de Bruegel, qui nous montrent les abus du monde renversé. Et les derniers éléments, on les retrouvera par exemple chez Théophile de Viau. Ce ruisseau remonte en sa source. Un bœuf gravit sur un clocher, le sang coule de ce rocher, le feu brûle dedans la glace, le soleil est devenu noir, je vois la lune qui va choir, cet arbre est sorti de sa place. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve ce motif sous des formes différentes. Par exemple, dans la petite chant de fable d'Aucassin-Nicolette, il y a le royaume de Torlor. Torlor, c'est Turlututu, c'est le royaume de la fantaisie. Or, dans ce royaume, le roi se met au lit après l'accouchement de sa femme. C'est le motif folklorique de la couvade, et c'est la femme qui mène les armées au combat, et ces armées se combattent à coups d'œufs pourris, à coups de fruits blés et à coups de pommes. Et puis, on retrouve cela aussi le plus souvent dans les jeux sur les contradictions de l'amour. Par exemple, dans le Bétourné, ou bien à la fin du Moyen-Âge,
dans les poèmes de Villon, je meurs de soif auprès de la fontaine. Et puis il y a un dernier élément qui est une transformation du monde renversé, qui est celui des 15 signes du jugement dernier, qui indique la fin du monde. Or là, tout est à l'envers. Du ciel tombera une pluie sanglante. Les étoiles tomberont et courront sur la terre. Le soleil deviendra noir. La lune sera muée en vermeillissant et les fleuves parleront à voix humaine et se plaindront. Donc vous voyez, le monde renversé a une tentation constante de la littérature médiévale, qui souvent sert à des fins satiriques, mais qui se développe en lui-même pour le plaisir d'accumuler des impossibilités, des contrariétés. Entendez comme je suis chamboulé de ne pas connaître la joie d'amour. Parmi les sages, je passe pour fou, et parmi les fous, je suis plutôt sensé. Jamais je ne fis ce que je devais. Plus je suis en colère, plus je suis calme. Je suis riche sans pouvoir rien avoir. Je suis méchant et courtois. Je suis un muet qui parle bien et un sourd qui entend net, un perclus qui se déplace vite et un portefaix toujours au lit. Pourquoi associe-t-on souvent ce thème du monde renversé au carnaval ? Ah, parce que dans le carnaval, tout était inversé. Les rôles sociaux étaient inversés. Le petit enfant prenait la place de l'évêque. L'âne était sacralisé et honoré. On changeait d'habit, on mettait le devant derrière et vice-versa. Donc le carnaval, c'était l'inversion totale qui marquait une perturbation des relations sociales, une inversion de l'importance de chacun. Et c'est ce qui explique que le carnaval est sous-jacent à la littérature du Moyen-Âge. Et on peut comprendre, par exemple, le Testament de Villon comme un immense carnaval où les personnages défilent, qui amène justement la remise en cause de l'absolu, de l'éternel, au profit du relatif et du changeant. Et alors c'est très important pour la conception de la vérité, qui n'est plus unique, mais qui change selon les personnes et les gens. On a le sentiment que c'était un peu aussi l'objectif des Phatrasiens, non ? Oui, exactement. Alors je crois que les Phatrasies, il y a un côté ludique qui est indéniable, mais d'un autre côté, c'est dans un monde qui va à l'envers, difficile, on introduit un autre monde qui a en quelque sorte une fonction cathartique, c'est-à-dire on essaye d'exorciser les fantasmes qui risquent de déboucher sur la folie. Et c'est tout le jeu, par exemple, d'une pièce contemporaine des Phatrasies, le jeu de la feuillée, qui est le jeu de la folie, où les personnages principaux sont des fous, qui représentent la face nocturne de l'auteur qui est tenté, aspiré par la folie. Il y a une espèce de déshabillage de la parole dans l'incongru. C'est-à-dire qu'on va vers une parole extrêmement, comment dirais-je, extrêmement différenciée. On utilise les termes les plus précis, à tel point qu'au bout d'un moment, ça ne veut plus rien dire. Et l'extrême différence fait disparaître la différence, on se retrouve dans l'informe. Comme on se retrouverait en quelque sorte, presque comme on sauterait au-delà des constructions de la parole. Je ne dis pas qu'on le fasse, mais c'est une sorte de mime de cela. Au-delà des constructions de la parole, comme on sauterait au cœur du réel même, lorsqu'il n'est pas encore informé par nous. Et je me demande s'il n'y a pas ça. C'est-à-dire aller tellement loin dans le non-sens, et au fond c'est ce que fait la Phatrasie, que c'est nous déshabiller de nos constructions mentales. Une vieille chemise s'était appliquée à savoir plaider. Et une cerise s'est devant elle mise pour l'injurier. S'il n'y eut une vieille cuillère qui avait repris son souffle et y apportait un vivier, toute l'eau de la Tamise fut entrée dans un panier.